Bonjour, vous allez écouter la 75e édition de Singuriel, l'émission au singulier et au pluriel. Donc je suis au centre Makoto avec Germain Chameau qui va se présenter et nous dire ce qu'il enseigne. Je ne sais pas si on dit le mot enseigner. On dit bien le mot enseigner. Donc j'enseigne l'aïkido, qui est un art martial d'origine japonaise, qui utilise les techniques qu'employaient les samouraïs pour se défendre. On emploie beaucoup les clés articulaires, les projections, mais aussi les frappes. On apprend à chuter, à se relever. On utilise aussi les armes en bois. Donc ça, c'est ma première casquette, celle d'enseignant en aïkido. Ma seconde casquette est celle de praticien de shiatsu. Le shiatsu est une discipline japonaise aussi, mais qui s'occupe de la santé. On apparente ça souvent à un massage, à une sorte d'acupuncture avec les doigts. On traite les points d'acupuncture par le toucher. Et j'enseigne aussi le shiatsu sous forme de stage et sous forme de cours au centre Makoto. Donc on va détailler un petit peu plus, même si tu as présenté l'aïkido. Malgré tout, les arts martiaux, pour les néophytes dont je fais partie, ils sont pluriels. Est-ce qu'il y a des courants? Est-ce que c'est plutôt chinois? Est-ce que c'est plutôt japonais? Est-ce que c'est plutôt coréen? Est-ce qu'il y a des passerelles? Voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire de tout ça? Le terme arts martiaux est pas tout à fait la traduction de mots chinois ou japonais. C'est un terme qui a été inventé pour faire une différence avec les sports de combat. Dans les arts martiaux, il n'y a en général, sauf exception, pas de notion de compétition. On n'est pas dans un combat avec des règles, on est dans un combat de survie. Je me permets de t'interrompre, pas de compétition, pourtant il y a bien des niveaux, il y a bien des graduations, donc... Oui, on peut passer des ceintures, des grades, etc. À partir du moment où l'art martial bascule dans le champ de la compétition, il prend aussi la forme du sport, comme le judo par exemple, ou certaines formes de karaté. Nous, en aïkido, on n'a pas du tout de compétition. On dit souvent que le seul combat, c'est face à soi-même. Donc c'est considéré comme une voie de développement de l'individu. Alors justement, moi je vais revenir sur le mot martial. J'ai assisté donc à un cours. La partie martiale, elle est, moi je trouve, drôlement présente. Et notamment, à un moment, tu as expliqué que pour bien faire le geste, il fallait comprendre la démarche. Oui, tout à fait. C'est ça qui est délicat en aïkido, c'est que c'est souvent désigné comme l'art martial de la paix, où il n'y a pas à contrario, d'autres systèmes, ou notamment de la self-défense, où il y a une explosion de violence pour résoudre le conflit. En aïkido, on essaye de résoudre les conflits de manière pacifiée. Probablement parce que les samouraïs ou le fondateur de l'aïkido ont trouvé que c'était plus efficace, et puis c'est plus structurant pour l'individu de répondre par la douceur que par la violence. Néanmoins, il faut être capable de comprendre le sens de la violence pour pouvoir ne pas l'employer. Et parfois, en aïkido, justement, il est plus facile de créer une atmosphère combative pour avoir des techniques justes, sans pour autant porter les coups, par exemple. On peut être très doux, mais avoir un esprit très combatif. C'est plus facile d'agir dans ce sens-là plutôt que d'expliquer aux gens mettez votre pied ici, ou donner des détails qui vont être compris intellectuellement, mais qui ne seront pas intégrés dans le corps. Alors justement, peut-être à cause de ça, on a l'impression, nous, encore une fois, occidentaux qui connaissons pas trop, que les arts martiaux, avec la prudence autour du terme, on peut pratiquer à tout âge, contrairement à certains sports. C'est une vue de l'esprit, c'est une réalité? Pour moi, c'est une réalité, et d'ailleurs ça a été démontré qu'il y a plusieurs maîtres qui ont commencé à des âges relativement avancés, au Japon ou en Occident, qui ont atteint des niveaux de pratique relativement élevés. C'est bien pour les enfants. Alors bien entendu, on va pas faire la même chose à un enfant de 5 ans qu'un enfant de 16 ans, qu'un jeune de 18-20 ans, qu'à un retraité ou quelqu'un qui a une quarantaine d'années. À chaque fois, on adapte. C'est ça aussi qui est intéressant dans les arts martiaux, c'est de permettre à des générations de se rencontrer. Parce qu'il n'y a pas de notion de compétition. Chacun essaye de travailler pour s'améliorer. Vous pratiquez avec quelqu'un qui a 50 ans, il va vous apprendre des choses que vous n'apprendrez pas avec un enfant de 5 ans. Et du coup, c'est intéressant d'avoir accès à ce panel, et surtout à l'heure actuelle où, dans notre société, les classes d'âge sont relativement séparées, quoi. Déjà à l'école, ça commence. Dans toutes les activités, voilà, on sépare les gens. Et justement, les arts martiaux permettent à des gens de se rencontrer et qui se rencontreraient peut-être pas autrement, quoi. Alors justement, tu vas sur ton public, on peut en parler. Donc tu enseignes, tu as des cours ici pour enfants et tu as des cours pour adultes.
Qui sont ces adultes? C'est des gens qui viennent chercher quoi? Le côté physique, la sagesse. Qu'est-ce qu'on vient chercher? C'est plutôt masculin, plutôt féminin. Donc dans l'ensemble, et est-ce qu'au niveau des filles, des enfants, on a le même écart, plus masculin ou c'est plus panaché? Alors de manière générale, les arts martiaux, c'est conçu par les hommes pour les hommes. Donc même s'il y a des exceptions, le panel général s'oriente dans ce sens-là. Après, en Aïkido, c'est un petit peu différent parce que on reste justement dans quelque chose de pacificateur, où il n'y a pas de notion d'opposition de force. Donc les femmes qui sont parfois plus douces, plus souples, trouvent des outils pour résoudre les conflits et sont parfois meilleures techniquement que les hommes. Donc on a souvent une grande proportion de femmes par rapport à d'autres arts martiaux. Concernant les raisons pour lesquelles les autres pratiquants viennent, elles peuvent être très 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 diverses. Encore une fois, on avait des gens de différents âges qui viennent pour des raisons différentes. Donc peut-être que les plus jeunes viennent apprendre à se battre, ou qu'ils ont vu un film à la télé et qu'ils ont trouvé ça beau. On peut venir pour la beauté du geste, on peut venir pour le travail sur soi. Qu'est-ce que c'est l'abnégation face à l'effort, par exemple. On peut venir pour la dépense physique, même si ici on est quand même plus sur un travail technique. Les gens qui veulent vraiment faire du physique, peut-être qu'ils vont aller faire du fitness, courir. On essaie de conserver le côté traditionnel parce que il me semble que ça apporte une variété plus grande de qualités sur lesquelles travailler pour l'individu. Il y a le corps, bien sûr, mais il y a aussi plein de choses autour du corps. Et voilà, c'est pour ça qu'on essaie de conserver cet aspect traditionnel. Il y a des gens qui viennent aussi simplement pour voir d'autres gens. On apprend à interagir, à échanger, à grandir ensemble. Donc chacun vient pour une de ces raisons, mais au fur et à mesure, on vient aussi pour chacune de ces raisons, pour toutes ces raisons. C'est ça qui est intéressant, c'est de commencer pour une raison et de continuer pour une autre finalement. Donc ça veut dire qu'on évolue. D'accord. Tu as parlé de beauté. C'est vrai que parfois j'ai entendu dire que ce qui pouvait séduire notamment dans le tai chi, c'était ce côté esthétique, presque chorégraphié. Et puis on attribue aussi parfois aux arts martiaux une certaine sagesse. Est-ce qu'il y a cette quête-là pour certains? Et puis moi j'aimerais savoir, toi, ce qui t'a amené spécifiquement à l'aïkido. Est-ce que tu as essayé d'autres choses avant? Et j'enchaîne avec une autre question et ce sera fait. Est-ce que, selon les pratiques, est-ce qu'il y a une alliance entre gens, justement, qui pratiquent, qui le Qigong, voilà. Ou est-ce que c'est plutôt, non, toi tu fais du karaté, moi du kung-fu. On est plutôt, voilà. Je voudrais savoir comment ça se passe entre pratiquants. Trop de questions? La première question, c'était... C'était par rapport à l'esthétique, notamment. Oui. Voilà. Et la sagesse que... Alors, l'esthétique, on va dire qu'un mouvement juste va devenir beau. C'est aussi là que c'est compliqué, c'est qu'on est sur des mouvements qui à la base sont faits pour tuer. Alors est-ce qu'on peut parler de beauté dans ce cadre-là? Est-ce qu'on peut parler d'art martial? Parce que martial c'est Mars, c'est le dieu de la guerre, l'art de faire la guerre, est-ce que ça a vraiment un sens? Donc en fait, les arts martiaux, on est en plein dans le paradoxe. Du coup, il y a plein de situations paradoxales qui s'offrent à nous, et du coup c'est un champ d'étude très intéressant. Et en ce sens, par rapport à la notion de sagesse, on peut se rapprocher de quelque chose avec chercher à résoudre les paradoxes. Typiquement, je viens aux arts martiaux pour apprendre à taper les gens, à leur faire mal finalement, et je me rends compte en m'entraînant que déjà c'est pas si facile que ça, et que après j'ai une forme de responsabilité quand j'acquiers ce pouvoir, même si c'est jamais totalement acquis. Et avec cette responsabilité viennent certaines réflexions, donc on devient peut-être un peu moins bête en pratiquant. Ce que je trouve important, c'est que tout ça ne soit pas intellectualisé. Parce qu'on peut dire quantité de livres, se dire plus sage, et finalement, on peut emprunter les mots d'autres personnes pour exprimer des choses qu'on n'a pas vécues profondément. C'est pour ça que ici, l'enseignement qu'on essaie de proposer, même s'il y a des explications techniques, il n'y a pas d'explications sur comment être plus sage ou de discours philosophique. Je pense que la pratique, elle va modifier l'individu, mais sans qu'il s'en rende compte. Et puis un jour, il se réveille, il est plus apaisé, plus posé. Il arrive à gérer les conflits sans excitation, vraiment avec calme, en laissant à l'autre la place qu'il a. Voilà pour la notion de sagesse, enfin moi comme je le vois. Après peut-être que dans 10 ans, je vous dirai autre chose, quoi. Qu'est-ce qui m'a amené à l'aïkido? Donc moi j'ai pas commencé par l'aïkido, j'ai commencé par le judo enfant, comme beaucoup de personnes de ma génération, que j'ai adoré d'ailleurs. Et puis mon père est enseignant d'aïkido en fait. Et donc je suis venu à l'aïkido comme ça. J'ai fait plein de sports, j'ai fait du water polo, du rugby, de la natation, de la course à pied,
etc., etc. Et donc j'avais l'habitude de travailler mon corps, mais je cherchais quelque chose. Je savais pas très bien quoi. Et dans les arts martiaux, on touche à la vie et à la mort quand même, donc ça peut avoir du sens, quoi. Et donc je suis allé m'entraîner chez mon père, qui est quelqu'un de très charismatique. Du coup, ça m'a parlé et je suis tombé dans la marmite, quoi. Et ça me porte maintenant. Alors, j'ai fait d'autres choses, j'ai d'autres diplômes. Maintenant, je ne fais que ça, mais c'est ça qui me donne envie de me lever le matin. Parce que voilà, on fait quelque chose de différent, on essaye de chercher du sens comme on peut. Alors, c'est les arts martiaux, ça aurait pu être la danse. Je pratique un peu de yoga tout seul. Le yoga aussi, sont simplement des outils, et ça, c'est important de ne pas le perdre de vue. Souvent, on passe trop d'énergie à essayer de maîtriser l'outil, alors que ce qui est intéressant, c'est ce à quoi l'outil nous amène. Et justement, c'est ce que j'essaie de mettre dans les cours qu'on a ici, quoi. La technique, c'est bien, mais qu'est-ce que ça vous dit finalement? À quoi ça vous amène, quoi? Et mon autre question dans la foulée, c'était justement entre pratiquants, voire même entre enseignants. Comment ça se passe? Chacun défend son art martial, ou bien est-ce que c'est plutôt une connivence, on est dans la même direction? Quand vous êtes français et que vous allez à l'étranger, vous aimez tous les Français que vous rencontrez là-bas. Et en fait, il y a une sorte de régionalisme après qui se crée. Quand vous êtes à Paris et que vous êtes valentinois, vous voyez un valentinois, tout de suite vous avez la connivence avec cette personne. Et puis si vous croisez la personne qui était à l'école avec vous, c'est encore plus, quoi. Donc c'est un petit peu ça, quoi. Vous avez une soirée où il y aurait plusieurs personnes qui font des arts martiaux, ils vont forcément échanger entre eux et tout va bien se passer. Mais il y a quand même des guerres de chapelle. Tu l'as vu ce soir, à chaque fois on essaie d'expliquer pourquoi on fait tel geste et pas tel autre geste, en postulant que l'autre geste est mauvais ou dangereux, ou qu'on a une ouverture, qu'on peut être frappé. Rien qu'avec ce mode de fonctionnement, on critique, sans le savoir, ce que proposent les autres arts martiaux, quoi. Donc l'aïkido, par exemple, c'est souvent vu comme une danse où on met des jupettes. Alors ça peut être très violent, très martial, ça peut être très doux, très efficace, enfin il y a tout. Donc après, à chaque fois, c'est une histoire de personne. Je pense qu'il y a quand même une sorte de grande famille, mais il y a des gens qui vont faire des choses très 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 différentes. Et c'est aussi très bien parce que voilà, chacun a un profil différent et appelé par des disciplines différentes. Moi, j'aime bien cette idée de variété, de faire partie de quelque chose d'un peu plus grand, quoi. Ça manque pas mal à l'heure actuelle, je trouve. Donc ça me plaît. La deuxième chose, c'est que moi, j'appartiens à une école qui s'appelle le Kishinkai, qui a été fondée par Léo Tamaki, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc tu vas reparler pour dire pourquoi c'est important, et voilà. Et donc c'est un courant qui s'est nouvellement formé, qui n'est ni une école traditionnelle ultra fermée avec un seul maître, ni une fédération avec plein d'enseignants différents qui vont dans des directions parfois opposées. À savoir qu'il y a Léo Tamaki, qui est le fondateur, qui a proposé une ligne directrice qui s'appuie sur ses recherches personnelles et le travail de certains maîtres japonais, en aïkido ou dans d'autres disciplines. Et après, il y a d'autres personnes qui ont suivi en fait la dynamique qu'il proposait. Mais chacun, en fonction de ses personnalités, va proposer des techniques différentes. Les principes restent les mêmes, ce qui fait qu'un élève qui suit Léo Tamaki et qui vient ici par exemple, il va retrouver des choses similaires, mais il y aura aussi des différences qui peuvent être liées à des niveaux de pratique, à des compréhensions de l'art, à tout simplement aussi à sa personnalité, quoi. On essaie de garder une cohérence dans tout ce qu'on fait, mais une forme d'ouverture aussi. Ça, c'est de manière générale. Après, pour être plus spécifique, on a un travail, moi je trouve, on essaie de garder la cohérence martiale. Alors beaucoup de gens disent l'aïkido c'est un non-art martial, ou ça n'est carrément pas un art martial, c'est un art de communication ou de paix. Et peut-être qu'ils ont raison, c'est leur vision, on peut la respecter. Moi, je pense que c'est dommage d'avoir une base martiale et de pas grandir à l'intérieur de celle-ci. On peut faire du yoga ou du qigong, où il y a des tas de choses qui sont très intéressantes pour travailler le corps et parfois plus fines que ce qu'on va faire en aïkido, il faut le dire quand même. Mais si on fait de l'aïkido, je pense que c'est important de garder le contexte martial. Mais martial, ça veut pas dire on se met des coups, on se fait mal, on travaille en force, non, pas du tout. Ça peut être très très fin, très léger, d'une douceur infinie. Mais voilà, il y a des maîtres qui ont passé 60 ans, qui vous envoient valdinguer, mais sans vous faire mal, mais des capacités en fait qu'on soupçonne pas. Nous, on cherche un peu dans ce sens-là, donc quelque chose qui reste martial mais qui est très doux. On a vraiment une connaissance de la biomécanique du corps,
des comportements psychologiques qu'on peut avoir lors d'un combat. C'est presque une chance, ouais, en fait. Et du coup, c'est accessible, en fait, à tout le monde. Alors, quand tu dis nous, ça veut dire c'est qui ce nous et comment on se forme? C'est avec un maître, justement, à l'ancienne, ou parce que tu parles du corps, d'une connaissance? Ouais, comment on devient enseignant en Aïkido? Alors quand je dis nous, peut-être que j'usurpe le titre, mais je parle aussi des autres enseignants de Kishinkai, parce qu'il y en a plusieurs, notamment à Grenoble, à Saint-Étienne, qui ont ouvert des dojos cette année. Comment on se forme? Dans cette école, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à étudier l'aïkido ou d'autres disciplines ailleurs, en fait, et qui, par intérêt, ont rejoint Léo Tamaki. Donc c'est un autre aspect, c'est qu'il y a du coup une coloration, un panachage très varié en fait dans les approches techniques parce que chacun vient d'un endroit différent. Donc on se forme en suivant des cours, en étant assidu, en passant éventuellement des grades, en faisant des stages, en lisant, en pratiquant seul. On essaye quand même. Je pense que ça c'est aussi une différence par rapport à d'autres style d'aïkido où l'essentiel de la pratique se passe sur le tapis. Quand on sait ce qu'on cherche, on peut le chercher seul. Alors on peut rentrer dans des voies de garage, mais bien souvent la pratique ça se limite au tapis parce que on pense qu'on peut que travailler la technique à deux. Non, il y a des tas de choses à faire, à améliorer dans les mouvements du corps. Ça peut se faire seul tout à fait. En dehors de la pratique, par exemple des étirements ou d'exercices de musculation adaptés. Il y a quand même des choses à faire. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment on est enseignant? C'est une bonne question parce que, en fait, vous décidez quoi. Après, on peut tromper tout le monde, hein, mais le plus grave, c'est de se tromper soi-même. Donc, quand on prend ce choix-là, on prend cette décision d'enseigner, il faut savoir est-ce qu'on a vraiment quelque chose à enseigner, est-ce qu'on a vraiment envie d'enseigner, est-ce qu'on va pas fourvoyer les gens. Tout ça, c'est très important parce que en apparence, on fait que des mouvements. À la limite, c'est pas très grave, mais les gens qui viennent ici, ils viennent aussi pour quelque chose. Et en confiance. Et en confiance. Donc, ça peut profondément changer la vie de quelqu'un de pratiquer un art martial ou d'autres disciplines. Hein. C'est pas forcément que les arts martiaux. Du coup, je pense que n'importe quel enseignant a un rôle quelque part de déjà respecter la personne qu'il est en face et de pas l'amener à faire n'importe quoi. Donc ouais, on se lève le matin, on se dit peut-être il est temps de. Et puis c'est aussi un moyen de continuer à progresser. À travers le regard et le renvoi des autres. Ouais, comme chacun finit par avoir une recherche personnelle, notamment comme je l'ai dit, en fonction de sa personnalité, ses aspirations, il sera jamais aussi bon que quand il fera ce qu'il a envie de faire. Et du coup, quand on est prof, on rentre là-dedans, quoi. Donc on peut se mettre à faire ce qu'on a envie de faire et donc à creuser ça davantage. On est au 333 rue Victor Hugo, le centre Makoto. Alors qu'est-ce que c'est que le centre Makoto? Depuis quand il existe? Tout l'historique, toute l'aventure. Alors le centre Makoto, moi je suis pas valentinois à la base, je suis parisien. Je suis arrivé à Valence, dans la région, aux environs du 20 juillet de cet été. Donc j'ai déménagé, j'ai quitté Paris. Et avec le projet d'ouvrir un endroit pour faire des arts martiaux et techniques de bien-être. Donc j'ai trouvé ce local qui n'était pas du tout dans l'état dans lequel il est maintenant. Donc ça a été un ancien bar. Il a fallu enlever ce bar qui mesurait 5 mètres de long. Une grosse partie a été faite tout seul et après j'ai été beaucoup aidé. Donc il y a eu beaucoup de boulot. Tout l'été en fait a été occupé à en faire un endroit acceptable pour... même plus qu'acceptable, je trouve, maintenant, pour recevoir du monde. Donc on a mis des tapis, on a fait de la peinture, tout est propre et beau. Donc c'est un centre qui proposait plusieurs disciplines. Donc déjà parce que moi j'enseigne l'aïkido, je suis aussi praticien de shiatsu, je fais aussi des cours de shiatsu, donc ça me semblait logique, cohérent, qu'il y ait des gens avec des perspectives différentes. Donc ici on a des personnes qui enseignent le yoga de style Ashtanga, qui est un yoga assez dynamique. On a quelqu'un qui propose ici des ateliers de yoga du rire. On a une personne pour la sophrologie. Après on a 2 personnes aussi qui interviennent les week-ends sous forme d'ateliers. Il y a l'art martial sensoriel et nous avons également la gymnastique sensorielle. On va peut-être aussi avoir d'autres disciplines. Donc on attend de voir comment ça évolue.
enfin je dis on, mais c'est surtout moi, parce que c'est moi qui gère l'ensemble du centre, qui suis le représentant et le responsable. J'ai pris le mot Makoto, en fait c'est du japonais, ça signifie sincérité, parce que je voulais trouver un nom pour exprimer ce que pouvaient avoir en commun différentes disciplines, et comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à la notion d'enseignement, pour moi c'est important de pas se fourvoyer, de pas fourvoyer les gens, d'essayer de faire un travail juste, sincère. Donc j'ai pensé que de mettre ce nom-là, ça orientait un petit peu ce qu'on allait y faire. Et du coup, là, moi j'ai été très intriguée par le yoga du rire, mais toutes les pratiques qui sont là, c'est des gens qui étaient sans local, qui ont été bannis, ou pourquoi eux, enfin, quelle était leur démarche à eux? Ils étaient vraiment en quête d'une salle, ou ils voulaient justement appartenir, je dirais, à un corpus quelque part? Il y a des gens qui avaient déjà une activité en fait et qui n'étaient pas forcément sur Valence, qui est quand même la ville entre la Drôme et l'Ardèche, et donc qui voulaient venir dans un endroit où ils auraient plus de visibilité. Ici on est quand même sur l'avenue Victor Hugo, il y a du monde qui passe. Il y a des personnes qui débutent leur activité, donc qui sont contents de trouver un lieu où elles sont pas obligées de prendre un loyer trop onéreux, et elles peuvent juste louer les créneaux qui sont nécessaires. Je pense que c'est une décision difficile à prendre que de se dire je loue un local et puis voilà, il y a des frais, il y a une responsabilité, c'est assez lourd, faut faire de la communication. Moi je fais que ça, donc ça me convient parfaitement. J'ai comme ça une variété d'activités tous les jours. Je suis comptable, je fais de la communication, je fais un travail, mon vrai travail d'enseignant, de praticien de shiatsu. Je suis femme de ménage, je suis bricoleur, peintre, électricien, quand c'est nécessaire. Ça me plaît bien, cette idée-là. Après, tout le monde n'a pas forcément envie de ça. Je veux bien que tu parles un petit peu justement de cette deuxième pratique. Le shiatsu, c'est souvent présenté comme une technique de massage, même si officiellement ce terme est réservé au kiné. De la même manière qu'il y a plein de styles d'aïkido, il y a plein de styles de shiatsu. On part du principe que le corps peut se rééquilibrer tout seul. Et que dans certaines situations, le déséquilibre a été trop grand, donc la maladie, et donc on a besoin de l'aider à se rééquilibrer. Donc c'est très différent de la médecine moderne, occidentale, où vous prenez le médicament, la molécule, où vous avez l'intervention chirurgicale qui va corriger le corps. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'aider le corps à se corriger lui-même. Donc pour ça, on utilise les méridiens d'acupuncture. Alors tous les styles de shiatsu n'utilisent pas ces méridiens. Il existe plusieurs systèmes de méridiens, donc il y a vraiment une grande variété de techniques qui existent. En pratique, la personne en général est allongée sur le ventre, sur le dos, sur le côté pour les femmes enceintes. Parfois on s'assoit. On reste habillé. C'est un des avantages par rapport à d'autres formes de massage. Le praticien va appuyer sur certaines zones du corps, avec les paumes, avec les pouces, parfois avec les coudes ou avec les genoux, ça reste relativement rare. On va faire des étirements, on va mobiliser certaines articulations. Tout ça, ça permet au sang de mieux circuler, à la lymphe de bouger aussi, aux muscles de s'étirer. Il y a plein de choses qui peuvent se passer d'un point de vue physiologique, sur d'autres plans aussi. Plus de l'ordre psychologique, le fait d'être touché, qu'est-ce que ça fait, comment est-ce que ça permet de se relâcher à l'individu, etc., etc. Donc c'est une technique qui est un peu plus qu'une technique, on pourrait dire une voie, parce qu'en tant que praticien, ça demande aussi, on touche pas un corps n'importe comment, donc il faut avoir une certaine qualité de présence. Donc c'est un travail constant sur soi, et pour le bien-être des autres. Du coup, c'est un peu le pendant de l'aïkido où la base est quand même une notion destructrice, même si maintenant, avec les cours qu'on fait, c'est pour construire l'individu. Et le shiatsu, ce serait vraiment ramener la santé dans le corps. Mais de manière vraiment simple, douce et efficace à la fois. Avant qu'on se sépare, qu'est-ce que tu pourrais dire qui te semble essentiel? Et puis oui, surtout les coordonnées du centre, voilà. Ici, c'est ouvert. Donc c'est un endroit où chacun peut venir voir une fois, deux fois comment ça se passe, goûter, parce que l'expérience de la chose
On intellectualise souvent beaucoup, on lit, on a une idée préconçue de ce que c'est ou de ce que ça n'est pas. Venir essayer déjà, ça change beaucoup de choses. C'est un lieu qui est relativement convivial, c'est pas immense, on doit avoir 55-54 mètres carrés de tapis. Donc les cours, il y aura pas 100 000 personnes. Les profs, ils sont là vraiment pour s'occuper de leurs élèves, pour qu'il y ait une vraie relation qui se crée. On n'est pas là pour faire du chiffre, on est là pour faire de la qualité, vraiment. Voilà, il y aura plein d'événements qui seront organisés, des stages les week-ends, différentes disciplines. Vraiment, ça peut être un très bel endroit. Qui est situé, je le rappelle, 333 avenue Victor Hugo à Valence, dans la galerie marchande, le centre Makoto. Merci beaucoup Germain. Bonsoir.